beaucoup. Donc voilà, pour l'occasion et pour la demande, j'ai donc essayé de réfléchir un petit peu au transfert de valeurs francophones dans le développement durable et d'essayer de voir s'il y avait une spécificité en fait de la francophonie dans la genèse et aujourd'hui l'animation du développement durable. Donc la question posée, qu'elle soit claire, puisqu'il ne s'agit pas de savoir s'il y a du bon développement durable en France, hein, elle est plutôt dans le système inverse. On part du principe que le développement durable est un principe universel et d'enjeu planétaire, sans frontières et sans limites. Et donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est quelle est la contribution finalement des valeurs francophones sur la définition, l'actualité et les ambitions du développement durable. Je vais passer par 4 étapes. D'abord, là où il y a du consensus, notamment sur la définition de la francophonie et du développement durable, mais également ensuite en passant par les contributions donc, de la francophonie dans la genèse du développement durable sur la deuxième partie du XXe siècle, avant d'arriver à aujourd'hui, s'il y a héritage francophone dans la construction du développement durable, quels en sont les enjeux et surtout quelles en sont les actualités. Alors, d'abord dans le consensus, une définition sur la francophonie, c'est promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, mais quel que soit le support sur lequel vous allez avoir affaire à la francophonie, vous trouverez toujours des valeurs ajoutées comme promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la coopération économique au service du développement durable. Je ne vais pas dire que je suis en mesure de dresser la liste exhaustive des valeurs, mais il y a toujours un système de valeurs qui accompagne la notion de langue française et diversité linguistique qui est sous-entendue par ça. Donc la francophonie véhicule à la fois une langue, une diversité culturelle et linguistique, mais également un système de valeurs qui lui est propre et c'est celui qu'on va essayer de défendre, puisque on voit sur cette carte de la francophonie internationale qu'évidemment, il a une influence, une dimension à l'échelle planétaire, avec des États membres de la francophonie, mais également avec des États associés, des États observateurs. Au total, 88 États du monde font partie de la francophonie internationale. Donc la définition aussi du développement durable fait consensus. Je pense que personne ne remet en cause l'idée de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures. C'est pas une définition de moi, elle est extraite du rapport Brundtland et qui vise en effet un principe d'égalité, d'équité entre les zones dans le développement en cours. Ça s'appuie sur 3 piliers habituellement. On parle plutôt du pilier économique, du pilier social et environnemental, et de plus en plus on parle d'un 4e pilier, le pilier institutionnel, afin de rendre durable finalement les actions qui sont conduites en les inscrivant dans les pratiques institutionnelles. Je ne vais pas passer du temps sur cette définition, je pense qu'elle fait consensus. Ce que je soulignerai, c'est la première divergence, parce que si ce terme de développement durable est devenu dans le langage commun, en fait, c'est surtout au sommet de Rio en 92 qu'il a été mis en lumière. C'est pas là qu'il a été dit la première fois, mais c'est là qu'il a été mis en lumière par le rapport Brundtland. Et puis, il y a déjà une distinction dans la traduction entre Sustainable Development et développement durable. On pourra peut-être avoir un échange là-dessus à la fin, à faire la différence entre un développement soutenable et un développement durable. C'est peut-être là une des premières valeurs ajoutées de la francophonie sur le concept du développement durable. Ensuite, il y a aussi un consensus sur la nécessité d'un développement durable universel. Alors, c'est lié à un ensemble de crises sociales et économiques mondiales qui ont touché tout le monde à la surface de la planète. J'en ai listé un certain nombre ici et je les ai tous mis en gras parce qu'on a tous été concernés. Et puis également à la récurrence de crises écologiques, pas toujours perçues comme d'intérêt mondial, parce qu'on a parfois tendance à trop regarder ce qu'il y a autour de nous et pas assez loin. J'ai mis en gras là ceux dans lesquels la France s'est sentie un peu plus concernée, même si elle aurait dû se sentir concernée par l'ensemble. Pour moi, la véritable nécessité d'un développement durable universel a surtout été acceptée grâce au GIEC, alors qui n'est qu'un des aspects, qui est le changement climatique, mais cet organisme qui est né d'une petite réunion dans les Alpes en 85, créé en 88, et qui a surtout rédigé ce rapport avant 92, le congrès de Rio de 92, c'est vraiment eux qui ont marqué les choses, tout simplement parce que si tout au long du XXe siècle, il y avait une forme d'émotion autour de la disparition des espèces, du problème de la biodiversité, de la qualité environnementale, finalement, c'est surtout quand l'espèce humaine s'est sentie directement menacée par un réchauffement climatique plus rapide qu'il n'arrivait à le comprendre,
la prise de conscience a réellement été faite. Alors, jusqu'alors, la France a joué un rôle mineur. Mis à part la nuance soutenable, durable, il n'y a pas de spécificité française. Le développement durable reste un principe universel et donc il n'y a pas eu une forme, dans ce que j'ai dit jusqu'alors, une forme de transfert de la francophonie vers les concepts de développement durable. En fait, moi, c'est plutôt le terme de développement et non pas durable qui, lui, fait consensus, mais le développement sur lequel je pense qu'il y a plus de divergences, parce que par définition, le développement, il se définit par un retard sur les pays les plus avancés. Et tout au long du XXe siècle, finalement, ce qu'on appelait un pays avancé, c'était la société consumériste américaine qui était calquée sur un modèle purement économique. Il y avait une conviction qui était répandue dans le monde, qui était qu'à partir du moment où on mettait à disposition des capitaux, des techniques et des savoirs, automatiquement, il y aura un mécanisme de croissance économique. Ça a été livré à l'économie libérale, avec un État-providence derrière qui disait que si ça ne s'amorçait pas tout seul, il faudrait qu'il y mette la patte. Et puis finalement, on a un constat assez amer de ça, parce qu'on a compris une chose, quand même à la longue, c'est que c'est en se nourrissant de l'exploitation des plus faibles que les plus riches prospèrent. Donc, le problème, c'est qu'on a souvent assimilé le développement à une quantité de biens consommés par un modèle économique basé sur le capitalisme. Et même la Banque mondiale faisait ses classements de développement en fonction d'un indicateur purement économique. Et c'est un paradoxe qui perdure depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire comment on peut à la fois tirer l'alerte sur la croissance démographique mondiale, avoir une véritable prise de conscience du jour de dépassement, et dans le même temps continuer à être dans un modèle capitalisme de croissance continue, ce qui n'est plus aujourd'hui possible. Alors, quel est le rôle de la France dans tout ça? Et bien, évidemment, elle a participé également à cette dérive un peu économique et cette hégémonie de l'économie, mais en même temps, la France avait des intellectuels français qui étaient assez dynamiques dans la seconde moitié du XXe siècle, et moi j'ai retenu notamment Yves Lacoste, parce que c'est un géographe, et Alfred Sauvy, mais il y a eu pas mal d'écrits sur une autre façon de penser le développement autrement que par l'économie. La France, de plus, s'est toujours singularisée par trois approches, les droits de l'homme, et qui ont donné des principes universels, le cadrage juridique, qui est une spécificité française dans son intensité, parce qu'elle précise, elle délimite les initiatives, et donc, vu des Américains, par exemple, c'est une sorte de barrière au principe du libéralisme. Et il y a l'exception culturelle aussi, qui est une forme vraiment de la francophonie, et qui reste une première barrière de principe sur les submersions économiques. Et donc la France, là, commence à trouver son rôle à jouer en valeur francophone dans la construction du développement durable. L'autre atout qu'elle a, c'est peut-être sa diversité communautaire, puisque entre la France, la Suisse, le Québec et la Belgique au nord, et puis tous ces territoires au sud, eh bien, ça lui permet d'avoir une approche assez diversifiée et donc de travailler notamment sur les identités culturelles, et elle introduit ça dans le principe du développement durable. Et donc, que ça soit par le mot tiers-monde, que ça soit par les théories économistes de François Pérou, la France a commencé en fait à s'identifier, à jouer un rôle sur le développement et notamment le développement durable, d'abord en identifiant le développement, en le caractérisant, et surtout en essayant de lui donner une autre dimension purement économique, ce qui s'est traduit également au niveau des citoyens par une très très forte mobilisation massive de coopérants, mais aussi par des politiques de maillage opérationnel d'institutions para-étatiques telles que l'IRD, telles que l'Institut Pasteur, et ce qui a donné une vraie pensée hétérodoxe du développement. Et donc pour moi, le premier transfert significatif de la francophonie sur le développement durable, c'est d'abord une pensée hétérodoxe, et notamment qui ne privilégiait pas uniquement la dimension économique. Après, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau de la gouvernance, puisque je pense que la francophonie véhicule aussi ça, et donc j'ai plutôt été humble en disant la gouvernance au sein de la francophonie en termes de développement durable. Et si on voit qu'ils utilisent encore des indices de développement humain, qui est d'abord économique, même s'il y a quelques paramètres sociaux et sociodémographiques qui les accompagnent, on peut voir en bas à gauche que dans les 10 meilleurs IDH, il n'y a qu'un seul pays francophone, alors que dans les 10 derniers IDH, il y a au moins 7 pays francophones. Mais on voit aussi que cette approche francophone apporte d'autres indicateurs et ils ont été parmi les premiers à les utiliser, notamment l'indice de processus démocratique. J'accélère. Alors après, ils ont aussi utilisé l'empreinte écologique et on voit par exemple ici que
Désolé. On voit par, il y a pas de quoi. On voit par exemple ici que sur l'empreinte écologique, la francophonie internationale est plutôt virtueuse puisque en fait les petites planètes qui sont en dessous représentent en fait le nombre de planètes qu'il faudrait si la population totale vivait dans la classe considérée. Donc là, on peut dire qu'on est plutôt virtueux à l'inverse d'autres facteurs. Excusez-moi. À l'inverse d'autres facteurs, notamment si je recroise l'IDH et l'empreinte écologique, on voit qu'aucun des pays ne se situe dans les indicateurs nécessaires à un état stable de développement durable. Si on croise l'IDH et le coefficient de Gini, par exemple, qui est un système qui permet de mesurer les inégalités de revenus, on voit qu'il n'y a pas de lien direct entre l'indice de développement humain et les inégalités dans les pays. Mais je pense que ça, c'est le deuxième transfert important de la francophonie vers les réflexions sur le développement à l'échelle planétaire et le développement durable. C'est l'influence dans le choix des indicateurs pour caractériser une gouvernance de développement durable. Je vais terminer sur donc l'actualité. Pour moi, l'actualité, elle porte sur le terme de responsabilité sociétale et sociale. D'abord, une responsabilité sociale de l'entreprise qui existe aujourd'hui. C'est une somme de contraintes législatives qui obligent les entreprises à améliorer leur impact sur la planète et sur l'économie et la société. C'est aussi le cas des institutions publiques, nos universités y compris. Il y a une RCE. Et je ne vais pas les lister ici, mais c'est avoir en fait des pratiques vertueuses, notamment au niveau de l'efficacité énergétique, l'éco-conception, etc. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé. C'est en tout cas le bon chemin de faire ça, parce qu'il faut un changement de valeur et ne plus être seulement sur l'économique, mais intégrer d'autres systèmes de valeurs dans les modalités de fonctionnement. Et je pense que l'actualité qui s'est construite autour de la RCE pour les entreprises arrive progressivement au niveau de la responsabilité sociétale du citoyen. C'est pour moi l'une des actualités sur laquelle la francophonie peut apporter des valeurs et des pratiques spécifiques. Je ne sais pas s'il faudra aller jusqu'aux contraintes législatives et juridiques, mais en tout cas, l'engagement citoyen français est assez bien reconnu. Il est fondamental pour un développement durable. Et pour terminer sur une touche un peu plus légère, je voulais souligner cet engagement citoyen français pour la construction d'un modèle futur souhaitable par un moteur de la pensée hétérodoxe du développement durable. Je vous remercie beaucoup.